Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club, le Couscous Piri-Piri, en ce beau mercredi 15 août 2018. Sofiane Benza avec vous. Je suis en mode solo, c'est-à-dire il n'y a pas de Piri-Piri, mais je suis pas tout seul pour ce spécial épisode post-Impact de Montréal, Mercato, etc. Avec moi, les deux grands du Cannes FC. D'abord, il aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais c'est Sid the Kid. Salut Sid. Salut Steph, ça va bien? Ça va très bien, merci de me rejoindre pour tenir compagnie, plus que ça en plus, et bien sûr la moitié de Lopo Avendano, la moitié du Blog podcast, Alec Avendano. Merci Alec, comment ça va? En pleine forme, moi aussi mon Lopo m'a abandonné, fait qu'on est comme les deux des prix de consolation, mais en pleine forme ça fait. Les vacances, à quoi ça sert? Pourquoi? À notre débat. On a vu qu'il avait tellement de difficultés tout seul la semaine passée qu'on s'est dit qu'on allait l'épauler. Non, j'étais bien la semaine dernière, j'ai fait ça en live, mais je me suis dit bon, on va faire participer du monde, surtout que bon, il y a beaucoup de choses à parler, puis je trouve que le Mercato de l'Impact était intéressant ou pas, dépendant des débatteurs. Donc bienvenue, si vous écoutez, vous êtes sur la plateforme podcast Cannes Football Club Plus, donc c'est une plateforme excellente pour écouter des podcasts 100% foot, incluant Lopo Avendano, le Blaugrana podcast 100% dédié au Barça, Couscous Piri-Piri, vous nous connaissez, le podcast qui parle de l'impact de la MLS, Sports Borat Rock'n'Roll, évidemment sur la ligne de Monsieur Foot de Foot, il y a évidemment les nouveaux podcasts, les Trois Lions avec Étienne Boutier, Bruno Larose et Justine Lompré, donc bienvenue à ce podcast dédié 100% à la Ligue anglaise Premier League. MLS Africa Plus, un nouveau épisode avec Mathieu Lemay et Patrick Chouillard pour faire boucler la boucle sur la Coupe du Monde. Donc bienvenue tout le monde et bienvenue au réseau 100% Soccer au Québec, au Canada. Donc messieurs, on va retourner évidemment sur l'actualité de l'Impact, l'après-match contre le Real Salt Lake, le Mercato assez chaud du bleu, blanc, noir. Mais avant tout ça, si vous nous écoutez, c'est déjà une action de support. Merci de nous supporter. Vous nous écoutez, vous likez notre page Facebook, vous likez notre Twitter, vous faites des retweets, vous interagissez, vous participez dans les évaluations d'après-match, le formulaire que Sid fournit pour mettre vos notes. Mais c'est important aussi de nous aider sur Patreon. Patreon, c'est vous devenez patron, vous donnez une contribution mensuelle, ça peut aller de $1, ça peut aller en montant que vous voulez. Mais pour un prix modique, un Starbucks Frappuccino avec extra glace caramel, pour ce prix-là, par mois, vous pouvez nous supporter. Pourquoi? On garde les lumières allumées, on paye nos frais de gestion des sites, des podcasts, etc. Et ça nous permet aussi de rehausser le contenu, la qualité, la quantité et l'équipement qu'on a, etc. Donc, si vous voulez nous supporter, patreon.com/CanFootballClub. Vous allez trouver ce lien partout sur nos réseaux sociaux. Donc, messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Merci Sofiane de le rappeler dans le contexte des débats qu'on reviendra peut-être dans l'émission. Mais je pense que aujourd'hui, il y a vraiment plus d'excuses. Si vous voulez plus, supporter ceux qui en font déjà. Exactement. Bien assez selon nous, et on peut encore faire encore plus avec vous, avec votre soutien. Donc allez-y. Je crois que
Merci beaucoup. Je pense qu'ils sont 80 des Patreons. Tout à fait. Je suis pas mal certain qu'avant les séries, on peut aller chercher une centaine. Donc, merci. Et faites un geste, comme on dit. L'idée, c'est qu'on a savoir qu'il y a votre support. Exactement. Que ce soit $1 ou 5, ça fait pas pour nous, c'est la même chose. On est très, très content de vous avoir avec nous. Donc, les Patreons, grand merci. Merci beaucoup. Merci Sidney, c'est un très beau message et c'est vrai, c'est collaboratif, c'est avec vous, pour vous, etc. Donc on vous adore pour ça. Messieurs, l'Impact a fait match nul contre le Real Salt Lake, un partout dans le stade très dur, très chaud de Rio Tinto Stadium, mais Safi Taider avait d'autres idées par rapport à ça. Donc rapidement, les ayants partants, pour mettre le contexte sur le match du côté de Salt Lake, Rimando dans les buts dans un 4-2-3-1, Lennon, Bessler, Glad, Herrera, Beckerman, Krejlash devant la défense, Savarino, Rusnak, Plata, le très bon Plata, et Baird en pointe du côté de l'Impact, le 4-3-3. Fanny était blessé, donc c'est Cabrera qui prend sa place en défense centrale avec Camacho avec lui. Côté gauche, Lovitz, côté droit, Raitala. Kroleki, Piet, Taider dans le trio milieu défensif axial. Et du côté de l'attaque, Piatti, Mancuso, Silva, le trio indéboulonnable pour le moment du côté de Rémi Garde. Et pour vous rappeler les scores, évidemment, Real Salt Lake avait ouvert le score sur un penalty de Joao Plata, sur une faute un peu maladroite de Kroleki, qui avait bien fait de rebrousser chemin pour bloquer Plata, mais malheureusement, c'était une faute. Et Yuka Raitala qui marque, j'espère, le but de la semaine, à la 55 minutes, pour égaliser sur un corner tiré à l'arrêt moi, si vous voulez, entre Silva et Taider pour donner le but à Raitala. Donc, messieurs, on a mis un peu en contexte le match. Rapidement, au niveau de la possession, 58% Salt Lake, 42% l'Impact. Mais d'abord, et le plus important, les évaluations. Saputo d'or, le meilleur joueur. Tropotine, le joueur qui a moins bien performé. Et Jardin Foin, c'est un moment sympa, loufoque, WTF. Quelque chose qui a attiré votre attention, chez vous, dans la télé, sur le terrain, comme vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir votre opinion. Je vais commencer avec Alec, ton Saputo d'or, s'il te plaît, pour ce match. Moi, je vais le donner, mon Saputo d'or, c'est finalement Evan Bush. Surtout en première mi-temps, je pense que il fait 2 ou 3 arrêts, en fait, déterminants. Là, je pense que si à la mi-temps, c'est 3-0, l'Impact remonte pas ce match-là. Oui, l'Impact a eu des occasions aussi, mais je pense que Bush nous a gardé très tôt dans le match, où la défense était encore une fois très, très faible. Donc, mon Saputo d'or pour ce match-là va Evan Bush. Excellent, Sid. Mon Saputo d'or va à Silva. Il va aller à Silva, qui m'a franchement impressionné par séquence. Je sais qu'une ou deux fois, je l'ai confondu avec Piatti. Je pensais pas qu'il y avait un autre joueur qui était capable de courir aussi vite et de dribbler dans l'effectif. Donc un joueur qui est de plus en plus à l'aise, que je prends du plaisir à voir jouer. J'aimerais qu'il soit un brin plus décisif. Et je crois que c'est vraiment important pour l'Impact qu'il y ait d'autres personnes qui soient capables de la mettre au fond des filets. Mais encore là, je pense qu'il est à 8 passes décisives dans les 10 derniers matchs. Donc stat à vérifier, mais je pense que ça tourne autour de ça. Donc Silva, c'est ma belle surprise et un tout petit peu plus constant que Taider. Les deux ont depuis le début depuis le mois de juin, ont vraiment augmenté leur niveau de jeu, sont intégrés à la ligue, tout ça. Mais je trouve qu'il y a des plus grandes variations chez Taider que chez Silva à ce chapitre. Donc lui, c'est mon Saputo d'or pour ce match-là. Non, c'est de bons choix. Moi, j'avais choisi Bush au début, mais Silva, c'est excellent. Pour moi, c'est Evan Bush, avec une mention honorable à Safi Taider. Ce n'est pas du favoritisme, c'est juste parce que au niveau milieu de terrain, il a apporté beaucoup. Quasiment milieu offensif maintenant depuis quelques matchs. Donc Taider, mention honorable, mais pour moi, mon Saputo officiel va être Evan Bush. Du côté de Tropotine, on met le consensus, c'est Mancuso, ou est-ce que quelqu'un a d'autres choix pour ce match-là? Tu vois, défensivement, Lovitz, moi, je le trouve très, très faible, en fait, depuis quelques matchs. J'ai l'impression que, en fait, dès que Sagna va être prêt, on va voir Raitala à gauche puis Sagna à droite. Ouais. Lovitz, au début de la saison, il avait fait 2-3 passes décisives, donc on se disait au moins offensivement, il amène quelque chose, mais défensivement, je trouve que c'est très, très faible. Donc, le meilleur défenseur 2017 à ton Tropotine. C'est ça que tu dis, Alec? Ouais, exactement. Sid? C'est vrai que Mancuso se détache un petit peu. C'est lui qu'on voit le plus à la finition.
Mais je trouve que le milieu il a coulé. Je suis pas d'accord avec ta mention honorable sur Taider. J'ai trouvé assez ordinaire sur ce match-là. Kroliki, pareil, c'est un petit peu je cours poule pas de tête. Le penalty, oui, c'est maladroit. Oui, Plata joue bien le coup, mais il y a des façons d'aborder un joueur à l'entrée de la surface et dans la surface. Et Kroliki, bon, on va dire erreur de jeunesse. Piet, Sam, tout le monde sait à quel point j'ai une grosse affection pour lui, mais je trouve que de plus en plus, sous pression, ça devient difficile. Beaucoup de passes latérales et sous pression, ça fait vraiment reculer tout le bloc. Donc et puis je pense que de la même manière je pense que Rooney a un peu dévoilé le secret le mieux gardé de la tactique de garde. Mettez la pression sur Piet et attention là il se passe plus grand chose dans la transition de l'impact et Piatti en fait j'hésitais vraiment entre les quatre, entre Mancosu, Kroliki, Piet et Piatti, parce que comme je trouvais que de la même manière que Mancosu a raté pas mal, je trouve qu'il y avait beaucoup de déchets chez Piatti. Puis j'attends beaucoup plus de lui. Donc lui c'est parce que les attentes sont complètement différentes dû à son talent. Donc t'es trop Poutine Mancosu par défaut parce que c'est le plus visible mais il y en a d'autres qui sont pas loin. Non, c'est vrai. J'exagère pour Mancosu, pour le consensus, mais bon, il y a eu une chance franche, même deux, puis qui était assez flagrante, mais bon, c'est le rôle de l'attaquant. On te voit jamais si t'es pas dans l'action, mais quand t'as une occasion de but, tu la marques pas, t'es l'attaquant le plus de la planète. C'est une question d'exécution, de finition. Ça, je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de joueurs ordinaires. Je trouve que Lovitz c'est un très bon choix aussi. Cabrera, dès qu'il sortait un petit peu de sa zone de confort, dès que t'arrives à le faire sortir d'une zone au-delà de la zone de confort, mais vraiment de l'axe central, c'est compliqué aussi pour lui. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont eu un match très ordinaire. Est-ce qu'après il y en a un qui se détache? Je pense que c'est les goûts, les couleurs, mais il y a un gros paquet de joueurs qui sont passés à côté. C'est vrai. Je vais faire un petit aparté sur Piatti. Il y a quelque chose qui me dérange avec lui depuis 2-3 matchs. Depuis son retour du match des étoiles. Est-ce que c'est juste moi ou il s'attend que l'arbitre appelle chaque faute? J'ai l'impression qu'il s'arrête de jouer, il fait du pick and roll avec le joueur qu'il couvre, puis il attend que l'arbitre appelle la faute. Il s'attend, j'ai l'impression que, je sais pas, il a l'air d'être frustré. Peut-être parce on lui rentre dedans vraiment, mais c'est l'impression qu'il est juste vraiment pas dans son assiette. Il y a quelque chose qui l'emmerde. Je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais depuis 2-3 matchs, c'est ça que je vois, que je remarque. Moi-même, je dirais, Sofiane, même depuis plus que 2-3 matchs. En fait, à Piatti, à chaque fois qu'il y a un mauvais match, il tombe dans ce côté-là. Au lieu d'essayer, il y a des journées où le dribble marche pas, où la frappe de loin marche pas, et normalement, ce qu'un joueur va faire, comme Alejandro Silva, par exemple, il va plus donner la balle. Piatti, lui, va s'entêter à garder la balle, il va chercher justement ces fautes-là. Et c'est vrai, là, je pense que c'était l'année passée, il cherchait un penalty à chaque match, là. Ça devenait vraiment beaucoup. Et là, cette année, c'est vraiment les petites fautes. Il va crier sur l'arbitre. Et on le voit plus impatient que ses coéquipiers aussi. Mais je pense que c'est surtout parce que, dans le fond, ça fait une série de matchs où il joue pas bien. Piatti, s'il est pas décisif, il joue pas bien. Et moi aussi, j'ai remarqué ça. Et ça devient agaçant. Surtout que ça nous enlève un joueur, là. Quand Piatti, il charle après l'arbitre, on a lui qui marche, Mancosu qui marche, puis on est 2 joueurs de moins, là. Ouais, bon point, Alec. D'ailleurs, je suis très content que vous ayez remarqué ça parce que on passe rapidement pour des rabat-joie quand on souligne ces points. Puis il y a je pense qu'il y a aussi en arrière-pensée, c'est drôle que tu parles du match des étoiles, sauf il a pas le star treatment. Piatti, il l'a pas. Est-ce que après on va pas tomber dans les théories du complot, mais il ne l'a pas, et aussi en partie parce qu'il a pas mal simulé. À un moment donné avec lui et Dzemaili, c'était vraiment ridicule. Il simulait tout le temps. Tout à fait. Mais il n'a pas l'arbitrage de son statut, et je crois que ça le frustre aussi. Donc il y a des moments où c'est vrai qu'on le voit chez certains d'autres joueurs, à peine ils sont effleurés ou on pose la main sur eux. Il s'arrête de jouer, l'arbitre vient, il fait le call. Et on le voit souvent, c'est vraiment ce qu'on appelle le star treatment. Oh, tu as osé toucher la vedette. Exactement. Mais Piatti n'a jamais eu ça.
en partie par sa faute, son historique, de son historique, en partie parce qu'il n'est même pas considéré comme star dans son propre marché. Donc et c'est vrai que voilà, donc ça le fait parfois déjouer, et d'autant que son jeu est très orienté sur le dribble, la percussion, la provocation, le 1 contre 1, et que quand il y a pas ça, il bonifie peu le reste de ses coéquipiers. Donc voilà, c'est encore plus visible. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a un petit peu je vois 3 parties, genre le marketing un petit peu, l'arbitrage et lui aussi son attitude. Donc ce qui explique un peu ce qu'on le voit. Et j'ai vraiment une action en tête où l'action justement, il fait un tango, il tombe et tout. Tu te dis pas mal certain qu'on aurait sifflé pour un autre. Mais après, pourquoi on l'aurait sifflé pour un autre, c'est plus complexe. Non, c'est vrai. Et puis, bon, c'est un très bon point, Sidney, par rapport aux qualités de Piatti. Bon, on va dire que c'est un ailier. On va l'appeler un ailier pour le but de l'exercice. Et un ailier qui provoque, c'est du 1 contre 1, ça dribble, ça percute les chevilles des autres, ça se fait percuter le mollet, le tibia, etc. Donc, tu te dis, on s'attendait qu'il y ait plus de fautes. Et ça, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il devrait passer plus. Et je pense que Piatti a une capacité de passe de haut niveau, au niveau MLS, disons, parce que c'est pas un gars qui ne sait pas passer. On l'a vu faire des passes lumineuses avant, donc c'est dans son jeu, c'est correct. Si par exemple Drogba était encore là, ou il avait devant lui un attaquant qui avait de l'allure, je pense que le jeu de Piatti aurait changé un peu, ou du moins aurait été un peu plus altruiste. Ça, je vous rejoins par rapport à ça. Et c'est un peu dommage, mais c'est vrai, bon, moi, on se rejoint sur ça que je dirais pas qu'il y a un problème Piatti, il y a une sorte de baisse de régime, attitude, un peu l'arbitrage n'est pas trop pro Piatti, entre guillemets. On reste pas près à la star Piatti, la star qui est Piatti. C'est un des très bons points Sidney par rapport à ça, c'est vrai. Du côté des fans, leurs évaluations, je vais en lire quelques-uns. Para, Dom Taillon, son Saputo d'or, Silva, Bush. Donc, on lui donne le choix. Trop Poutine manque son coup. J'ai l'air d'un tu ne donnes pas les Gérard d'Infoin. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Gérard d'Infoin. Désolé, je suis allé trop vite. Non, mais c'est correct, parce qu'on l'a pas trop nommé, mais selon moi, voilà, le Gérard d'Infoin, c'est cette frappe de Raitala, superbe frappe, une technique vraiment une belle technique de frappe, premier but depuis, je sais pas moi, 160 matchs, quelque chose comme ça, c'était vraiment un gros trou, et puis j'ai bien aimé finalement de voir toute la communauté IMFC se rappeler à la Coupe du Monde et avec le but de Pavard, et de faire des chants avec Raitala. Donc moi j'ai un vrai Gérard d'Info, parce que vraiment ce but là un petit peu sorti d'ailleurs, c'était à 60e minute, un petit peu ou un petit peu même plus tôt, peut-être 55e, je sais pas. T'avais l'impression quand même qu'on penchait vers un 2-0 tranquillement, pas vite, et boum, ce but qui relance tout le match. Donc non, moi c'est un peu mon Gérard d'Infoin, mais petit clin d'œil sympathique pour Aitala. Puis je te dirais, je mettrais un autre Gérard d'Infoin. Je vais vous laisser aller, peut-être que si vous le dites, comme je vais y aller avec le deuxième Info. Donc je vous laisse. Vas-y, Alex. Moi, tu m'as Gérard d'Infoin aussi, c'était à frapper Aitala au début, même sa célébration, en fait. Tu vois qu'il n'a aucune idée quoi faire, genre. Il y a quand même ça trop drôle. C'est vrai. Sinon après, j'en ai pas vu forcément énorme durant le match. Après, je veux pas être trop méchant, mais tu sais, quand la transition coupait, puis on avait genre un plan qui montrait genre n'importe quoi sauf le match. J'ai l'impression que je pensais que c'était le téléphone de Nick Martino sur les estrades. Exactement. Qu'il y avait un live feed en même temps avec la télé. Donc ça, c'était aussi mon Gérard d'Infoin. Je trouve ça cool. J'aimais bien la vision un peu sur le terrain, là. C'était bien, genre comme dans FIFA Be a Pro. Genre, t'es sur le terrain, tu vois tout, donc c'est parfait. Moi, il y a ça aussi. Sid, c'était quoi ton deuxième choix? Donc, on va rester un peu dans le côté des télédiffuseurs. Moi, j'ai pogné un stream, comme je le dis, avec des commentateurs locaux qui étaient tellement de mauvaise foi, tellement partisans, c'en était ridicule. C'était ridicule à quel point leurs commentaires n'avaient aucun bon sens. Donc c'était drôle. J'avais l'impression que c'était une espèce de channel YouTube où on avait deux fans de Salt Lake qui étaient en train de commenter le match. Et en fait non, mais ce sont les diffuseurs locaux. Et puis ça c'est vraiment mon Gérard d'Info. Et je crois qu'il y a d'autres partisans qui avaient aussi ce même stream que moi, et un autre sur Taider, je sais pas si vous en souvenez de l'action, à un moment donné, il prend un petit coup
et il s'arrête de jouer. Et là, il veut montrer sa chaussette. Il refuse. Pendant ça dure un bon cirque de 30 secondes où il est vraiment choqué. Et puis là, il veut montrer le trou de sa chaussette à l'arbitre. L'arbitre veut rien savoir et lui il veut montrer son trou de chaussette. puis là, je trouvais ça drôle, genre comme de bataille d'air. On a l'impression, tu sais, dans le parc où est-ce qu'on peut reprendre le jeu? Non, il m'a fait mal. Là, il m'a fait mal. Ah non, il joue pas pendant 30 secondes au moins parce que j'ai eu mal. Là. Et il garde le ballon, on joue pas, c'est mon ballon, vous attendez là. C'est mon ballon. En plus, le genre de satellite, il vient s'excuser, il t'aide, il accepte ses excuses tranquillement, super calme, il se retourne, il crie encore sur l'arbitre. Ouais. Non, mais c'est par principe. Donc, il m'a fait penser à un vieux du parc Jeanne-Mance qui est on joue doucement là, demain on travaille là. On n'a pas de protège tibia, relax. Donc, voilà. Excellent. Belle évaluation tout le monde. Du côté du public, comme je disais, Dom Taillon, Silva Bush comme Saputo d'or, manque son coup, Mancuso trop Poutine, Jardin Foin, Bush qui kick le ballon à la fin de la première demi sur le visage d'un coach du RSL. MK Simus, finalement une nulle sur la route, Saputo d'or a été là juste pour ce but. Tropotine Mancuso, Mancuso. 3 petits points. Américois fait sentir sa présence en 30 minutes. Gérard Dinfond, les gars de TVA Sport et le feed qui a coupé tout le temps. Donc, est-ce que c'est Gérard Dinfond sur les gars de TVA Sport et le feed ou le feed? En tout cas, je vais assumer que c'est le feed seulement. Benoît Normand, Saputo d'or bouche. Trop petit manque son coup encore. Gérard Dinfond, Lovitz qui sort en corner avec un beau beauté dans sa face. Donc, quelques évaluations. Je remercie aux autres qui ont participé, que ce soit Marc-André, Mathieu SG, Maxime Poulaquin, Étoine Pouliot, Marc A. Mercier, Olet Normand et tous les autres qui ont participé. Merci beaucoup de participer dans les évaluations d'après-match. La meilleure évaluation d'après-match sur Twitter parce que bon, c'est la seule surtout. Donc, on va passer aux questions du public pour commencer nos débats. Donc, l'actualité qui nous intéresse le plus, c'est vraiment ce qui passe du côté du mercato, du côté de l'Impact. C'est le sujet chaud. Et une première question nous vient de notre ami Stefred, @Stefred11, qui veut un retour sur le mercato. Donc, elle nous demande qu'est-ce que ça te dit quoi les arrivées? Qu'as-tu pensé du très peu d'échantillons de jeu des deux nouveaux contre RSL? Donc, pour remettre en contexte, l'Impact a échangé Domenico Duro au San Jose pour avoir en retour Quincy Amarikwa et ensuite a fait un échange, je pense, pour un choix de 4e round pour avoir le milieu de terrain d'Ouganda, Michael Azira qui était avec les Colorado Rapids et notamment son club USL. Donc, l'Impact a reçu 2 joueurs MLS, les 2 joueurs ont joué. Amarikwa a joué 30 minutes, Azira peut-être un peu moins pour remplacer Kroliki. Et l'Impact aussi a signé Bakary Sagna il y a quelques jours, qui est déjà à l'entraînement avec l'Impact. Donc par rapport à ces questions, on commence avec les échantillons des 2 joueurs. On va commencer par Azira, c'est le plus dur. Qu'est-ce que vous avez aimé d'Azira? Est-ce que c'était correct? Est-ce qu'on on extrapole sa performance ou on dit que c'est bien d'avoir la profondeur? Comme vous voulez. J'ai envie de dire c'est bien d'avoir la profondeur. En même temps, tu sais, il a joué seulement 6 minutes, là, donc c'est dur à dire, mais j'ai aimé qu'il a essayé toujours de jouer verticalement. Tu sais, c'est pas, tu sais, Kroliki, c'est pas le même contexte, là, mais c'est le pris comme 13 matchs avant de faire une passe vers l'avant. Puis Azira, lui, direct, il a essayé de quoi, même si ça passe à Piatti, je pense que c'était pas super précise, mais tu vois, il a essayé. Je pense même sur Twitter, le monde a beaucoup apprécié. Donc, c'est vraiment un gars de profondeur, évidemment. Mais moi, honnêtement, je suis assez satisfait de ce recrutement-là. Il n'a pas coûté grand-chose, voire rien. Et c'est un gars MLS, comme tu l'as mentionné. Donc, c'est un bon recrutement, mais on s'entend, c'est pas lui qui va changer la saison de l'Impact, là. Mais moi, je trouve ça top. Site pour Azira, c'est bien. Le peu qu'on a vu, on se dit que c'est pas une supercherie, disons. Ouais, exactement ça. Je rejoins Alec. Moi, j'ai vu un joueur qui était assez affûté physiquement, qui vraiment était assez agressif sur le porteur de balle, et puis à la récupération qui systématiquement levait la tête et essayait de jouer vers l'avant. Donc sur le peu qu'on a vu, c'est intéressant. Après, on est dans l'évaluation, oui, du joueur, mais on peut sortir un peu de là et l'évaluation du mercato de manière générale. Ça, c'est juste après. Ça, c'est juste après. On y vient parce que sur le, Azira, il a joué 15 minutes, 12 minutes. Mais sur ça, il avait du chien. C'était pas mal. C'était pas mal. On peut s'attendre à des choses intéressantes. Pour répondre à la question de Kevin Couture, Azira ou Kroliki sur le 11 partant, en prenant en compte l'échange, l'expérience, on se dit que il est là pour vraiment défier Kroliki. Il se dit, il reste 9 matchs.
on va voir qui va être le meilleur, puis il y aura pas de préférentisme. Il est là pour défier Krejci, mais pour moi, Krejci garde encore sa place. Il connaît mieux l'effectif et surtout, je pense que Krejci a beaucoup d'énergie à donner. Ce que j'aime, en fait, faudrait voir Azira aussi dans le même contexte, mais ce que j'aime avec Krejci, c'est que je veux le dire pas méchamment, là, mais c'est un bouche-trou, je veux pas. Mm-hmm. Dans le sens que Taider peut courir partout en haut à gauche, Krejci va être derrière lui pour boucher les espaces que Taider a laissés. Et pour moi, Krejci le fait très bien. Et je pense que il mérite, en fait, de rester sur le 11 partant pour le moment. Mais après, faut tester Azira aussi. Comme c'est dit, physiquement aussi, c'est plus intéressant. Krejci, des fois, on le sent surtout quand il est fatigué, qu'il va faire des fautes un peu naïves et tout ça. Donc, Azira est peut-être là pour compléter aussi le rôle de Krejci pour les 90 minutes, en fait. Ok, c'est bon. On switch d'Azira parce qu'il y a très peu joué. On va parler de Quincy Amarikwa. Donc, pour répondre à la question de Stavred, on pense quoi du l'échantillon de jeu des deux nouveaux? Maintenant, on va parler d'Amarikwa. Bon, je vais être méchant. Est-ce que 30 minutes d'Amarikwa, c'est mieux que 15 matchs de Mankosu? En fait, c'est ça la question que je me demande vraiment. Pour être méchant, là, mais c'est juste pour... Moi, j'ai trouvé Amarikwa intéressant. Je veux pas extrapoler ces 30 minutes disant que c'est bon, c'est un gars de 15 buts avec l'Impact, il joue très peu, il s'est blessé de façon grave il y a 2 ans. Il a très peu joué. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa portée du ballon. Il est assez vif et assez explosif. Oui, il profite d'une défense fatiguée, donc il vient en fin de match. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, qu'Amarikwa va être vraiment une solution B dès maintenant, en espérant en attendant qu'il se mette en forme, ou est-ce qu'il mérite, de ce que vous avez vu, vous pensez que tant qu'à faire, il reste pas beaucoup de matchs, sacrifier Mankosu pour essayer de maximiser avec Amarikwa? Je crois que c'est une solution B et qui devra aller tranquillement chercher la place de titulaire. Je crois pas que Rémi Garde va lui donner comme ça, parce que ça aurait été la place de celui dont il faut vraiment pas prononcer le nom, hein, parce qu'on a assez parlé. Mais lui, je crois vraiment pas que Rémi Garde se dit de facto, il passe devant Mankosu. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il a une très grande affection pour Mankosu. Je veux dire, tous les chiffres du monde et toutes les performances du monde auraient normalement mis Mankosu sur le banc et même dans un avion depuis assez longtemps. Donc je pense pas nécessairement que tout d'un coup il sera titulaire. Après, Rémi Garde est une personne extrêmement pragmatique. Donc oui, il y a de l'humain, mais aussi très pragmatique. On peut se rappeler de sa sortie sur Edwards ou Jackson Hamel. Quand il avait fait la sortie le mercredi, tout le monde s'était dit ça y est, c'est fini pour ces deux-là. Puis le samedi, les deux étaient titulaires. Donc je crois pas nécessairement que ce sera sur un plateau d'argent pour Quincy, mais il a quand même, je sais pas, il part avec un avantage qu'on est globalement un peu tous tannés de Mankosu. Malgré ses 2 buts dans les 4 derniers matchs, il y a un passif qui est un peu lourd à son sujet. C'est vrai. Donc voilà, je pense qu'il y aura une bonne bataille. Et d'un point de vue de Mankosu, je crois que ce sera une très bonne chose que de se sentir effectivement challengé. Très rapidement, il a compris que Jackson Hamel n'était pas vraiment un challenger aux yeux de Rémi Garde, et je pense pas que ça lui a servi. Je pense que ça reste un vétéran, il a une expérience, et puis je pense qu'à l'orgueil, tu peux aussi aller chercher des belles choses chez lui. Donc c'est bien qu'il y ait la présence d'un autre attaquant crédible aux yeux de Rémi Garde. Mais après, je crois pas nécessairement que ce sera le grand shift comme tout le monde a l'air de le croire, parce que tout le monde est tanné de Mankosu. Oui, il y en a marre de lui, mais bon, comme je dis cette année, c'est pas vraiment de sa faute. On le met dans cette position. Le club n'a qu'à chercher d'autres attaquants pour le faire compétitionner en janvier et non pas au mois d'août. Mais bon, le club fait ce que le club fait. Mais par rapport à Amarikwa, la seule chose qui est le désavantage entre guillemets, c'est son historique de blessure et le fait qu'il a très peu joué. Donc quoi qu'il arrive, l'Impact va pas le mettre titulaire samedi contre Chicago, je ne pense pas. C'est trop risqué là. Le gars il se claque quelque chose puis sa saison est finie.
Donc ça sert à rien. Donc elle a cet avantage-là. Mais c'est vrai qu'il y a un sursaut d'excitation qu'on voit. Il met une belle tête sur un corner qui passe au-dessus, mais il saute au-dessus de tout le monde. Et sa portée de balle est intéressante. Il a essayé de lober Rimando. Ouais, mais attends, mais il a pas réussi à lober un goal d'1m50. Donc genre comment Kousou fait la même chose et tout le monde crie au scandale. Non, tout à fait. Et c'est clairement le double standard. Juste, il y a le côté, non, il y a un côté, tu manges, qui est la preuve même du fait que la base des partisans sont complètement excédés de Mankosu. Mais après, je crois que si Rémi Garde il les met en pure concurrence, 1 heure, 30 minutes chacun, pendant l'heure que tu joues, montre-moi que tu vas rester. Si tu montres rien, on passe à l'autre. Comme il a fait pour le match, parce que finalement, c'est ça qu'il a. Si il les met dans une concurrence mais violente, ça peut être intéressant parce que je crois que ça sortira vraiment le meilleur des deux joueurs. Maintenant, c'est un peu du pareil même, un petit peu du pareil. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut donner un boost pour la fin de la saison pour faire les séries parce que c'est pas encore fait. Juste pour vous rappeler, l'Impact est 6e avec 30 points, égalité avec Philadelphie qui a 30 points à la 5e position, New England 7e position 29 points, Orlando, Toronto, Chicago 23 points, 8, 9e, 10e place et DC United 21 points. Donc c'est pas encore fait pour l'Impact de loin. Je pense que l'Impact va être impliqué de façon positive dans le DCGD de la fin de saison. Donc merci beaucoup Steph Rad pour la question. On va répondre à la question du mercato en général. Je pense à répondre à plein de questions qu'on a reçues. Donc Alex, je pense ton take était intéressant, du moins sur Twitter. Je veux que tu en parles à nous. Ton feeling sur le mercato en général. J'ai l'impression que t'es pas content, mon gars. C'était décevant. Je pense sûr que Sagna à la fin ça amène quelque chose de positif. Mais en général, tu sais, ça commençait très bien avec l'arrivée de Jimmy Briand parce que on va pas se mentir, il nous manquait un 9 et son profil, son professionnalisme, tout ça, etc. Ça fitait parfaitement avec l'Impact de Montréal. Il connaissait Rémi Garde. Là, ça tombe à l'eau. Il nous manquait un 8 aussi, un autre milieu, un autre relayeur avec des capacités offensives. On n'est pas allé en chercher un du tout. On a quand même Azira pour faire tourner, donc ça va bien. Mais c'est pas grandiose encore une fois. Tu sais, l'équipe, on n'est pas une coche au-dessus avec l'arrivée de ce joueur-là non plus, avec l'arrivée d'Amarikwa non plus. Sagna, je pense que c'est vraiment encore une fois la grosse recrue parce que Duval est soit blessé, soit mauvais cette saison. Raitala doit jouer à droite parce que Petrasso, tous les duels, il les perd. Tout à fait. Donc je pense que Sagna, c'est quand même un gros upgrade à cette équipe-là. Ça va faire du bien. Mais tu sais, on s'attendait à tellement beaucoup là avec les déclarations de Saputo. Là, tu sais, on se dit, il a massacré Piatti sur la presse, sur la place publique pour dire qu'il y aura des changements. Finalement, les changements, c'est Amarikwa, Azira, Sagna, très bien. Au moins, ça rime. Flop brillant, genre. voilà. Au moins, ça rime. C'est exactement ça. J'ai une question par rapport au mercato. Vas-y. Me pose la question, je rebondirai sur les propos d'Alec après. Ok, rebondis, puis j'ai une question. Vas-y. Ok, parce que c'est exactement ça. Je pense que Alec, en parlant des déclarations de Joey Saputo, et je reviens à celle de mi-juin, c'était le 13 juin, je crois, le match contre Orlando. Oui, là, il parle on retient beaucoup le côté la déclaration sur Piatti, mais il parle quand même d'un mercato où il se veut agressif, etc. Donc là, on revient dans le contexte de début juin, où à ce moment-ci, Silva, c'est pas grand, voilà, Taider, pareil, il y a que Piatti qui performe un petit peu, et Piet, et Fanny. Et là, tu t'attends vraiment, tu te dis, ok, donc si c'est live, pour les forces vives nécessaires pour que l'équipe soit intéressante pour la course aux séries, on s'attend à du lourd. Le président est fâché, on s'attend à l'agressivité sur le marché des transferts et autres. Et dans ce contexte-là, de ces déclarations, et qui faisaient du sens, je veux dire, l'équipe allait un petit peu nulle part malgré qu'ils avaient battu Orlando et tout, mais dans ce contexte-là, je suis désolé, mais il est très décevant le mercato. Il est très très décevant. Il est rattrapé dans un timing où à un moment donné on s'est dit l'équipe va complètement dans le mur avec la saga Briand, des problèmes d'image, des problèmes de package, etc., blablabli. Puis voilà, donc comme le timing est bon dans l'annonce des joueurs, et 1, et 2, et 3, 4 joueurs, et tout, c'est bien ça. Mais si on se replace à début juin, et on demande à tout, et on se dit aux fans de l'Impact que voici c'est quoi les joueurs qu'il y aura à la clôture du mercato, mais il y a personne qui crie de joie.
Je veux dire, et là, je reviens même à la question que tu as posée tout à l'heure. Bon, Kroliki ou Ariza, je dis, mais si on se pose la question, déjà là, c'est un échec. C'est un échec dans le sens où il fallait trouver un joueur dont on se pose même pas la question. Mais à la limite, à ce poste-là, deuxième question. Genre, sur le numéro 9. Si on a trouvé un 9 ou, bon, je sais que les partisans, ils vont dire, on n'en veut plus de Mankosu. Donc ça veut dire qu'on aurait pris n'importe qui, genre, de l'académie, on le met, il serait content. Mais, objectivement, est-ce que Américois c'est meilleur que Mankosu? Pas tant que ça, à peine. Et donc c'est pour ça que puis après moi j'ai même oublié que Duval qui était dans le club. Bon, très bien, on a pris un arrière droit. OK, cool. Moi je suis très content d'avoir Sagna, hein, genre comme international français, tout ça, je suis content, OK. Mais bon, le problème c'était pas le côté, c'était pas latéral droit. Mais on va être d'accord, disons, OK, par rapport à ce mercato. OK, disons, bon, Briand c'était l'échec. L'échec principal, c'était qu'ils ont pas pu chercher l'attaquant de pointe qui aurait pu garantir 10 à 15 buts par saison. C'est ça le minimum requis pour moi un attaquant à MLS. Donc, il a eu cet échec. Oui, on l'avait. On l'avait à 1 heure près. Là. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, Américois, c'est pour, bon, Onduro, merci pour tes services. On a quelqu'un en retour. Ça, on finit la saison avec, et merci à Américois, s'il marque des buts, tant mieux. Maintenant, Azira et Sagna, bon, c'est des moves de profondeur, si vous me permettez, entre guillemets, mais aussi Sagna, je pense pas qu'ils sont parlé la semaine dernière. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait bien avant. Puis il a eu des discussions pour dire si tu veux venir, viens. Et ça tombait bien que Duval se blessé, que Petrasso était pas assez bon. Donc on se dit, à la limite, si Briand était là, on aurait dit Séné Azira, c'est des génies. Non seulement ils ont un attaquant, mais en plus ils rajoute de la profondeur, ils ramènent de l'effectif, ils se préparent pour les playoffs. Brass est un génie, Garde est un vrai technicien, DeSantis a fait son travail, donc ça a duré une semaine, hein, ça a pris une semaine. Non, je crois pas que sur le côté de Sagna, non, c'est pas si préparé que ça. Ils l'ont dit, ça a mis une semaine, donc. Ok, excusez-moi. Pourquoi tu l'annonces le jour de la clôture du mercato? Si c'était. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ils attendent la dernière heure pour tout recruter? Parce que ça a été fait à la dernière heure. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Ça donne pas. C'est pas rassurant. Mais je t'avoue, en termes footballistiques, ça en est intéressant. Maintenant, est-ce que l'Impact aurait survécu la saison avec Raitel à droite? Je pense que oui. Pour 9 matchs, ça survit, là. Raitel est assez bon. Il va pas faire des centres. Il va juste défendre. C'est parfait. Oui. Et je sais que les gens, ils prennent un mot et puis après, ils brodent autour. Je trouve le mercato décevant. Pas les joueurs, pas les joueurs qui ont été recrutés, je les trouve pas décevants. Exactement. C'est des joueurs qui vont apporter, qui vont mettre certains justement en concurrence. C'est pas mal, mais je croyais que les joueurs qui seraient visés et qui allaient être acquis par l'Impact seraient quand même supérieurs, comme un espèce de Sagna il y a 5 ans. Exactement. Un Sagna d'aujourd'hui. Exactement. Et malgré le fiasco brillant, il avait comme le contraste de rien signer. Avec le fait que l'Impact fait des titres sur Twitter, on a des signatures, ça arrive, attendez, donc il y a l'excitation, la surenchère de l'émotion, on se dit, ils ont signé des joueurs, on est content. On a pris n'importe qui, tant qu'ils signent quelqu'un, on est content. Il s'avère que ces 3 joueurs-là, c'est pas totalement dégueulasse. Exactement. Mais ils vont pas te faire rêver comme Atlanta United qui va signer Baka ou Bako, j'oublie son nom, Barco, et, à 15 millions de dollars de transfert. À la décharge de Rémi Garde, de Brass, de DeSantis et tous ceux qui ont travaillé au recrutement, c'est vrai que le panic mode a été bien géré. Exactement. Ces trois joueurs intéressants qui vont apporter à l'effectif. Donc, mais on est quand même rentré en panic mode. Réalisons quand même que on sait tous que le problème c'est un 9 et que tu vas chercher. C'est pas n'importe quel neuf que tu vas chercher. C'est-à-dire, les Girondins de Bordeaux, ils le prennent pas parce qu'il est gentil avec l'effectif. Ils le prennent parce qu'ils pensent qu'il va apporter quelque chose. Il va être utile. Donc, ça aurait le message que tu envoies à ce moment-ci, en recrutant, ce profil-là. Je trouve que l'Impact aurait vraiment, pour faire une analogie boiteuse, frappé un coup de circuit. Ça aurait été très 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 fort. Et puis la suite, je crois que le niveau des gens que tu aurais recrutés, ça aurait été différent. Tu dis, ok, moi je suis sérieux. Non, c'est vrai. On est très très sérieux ici. Mais on le voit dans le recrutement, par exemple, à part le recrutement du staff, parce que le staff a essayé de ramener. Bon, déjà Diallo, c'était intéressant. Il avait des profils, c'est pas des grands noms, on connaît pas trop, on connaît les noms, on a vu peut-être dans des highlights YouTube de temps en temps. Ok, Diallo, il s'est blessé tout bad, mais il avait un profil. Numéro 1. Numéro 2, Taider. C'était une combinaison. Rémi Garde, je veux un joueur comme ça. Joey Saputo, tiens, j'ai un gars qui joue pas trop avec mon coach que je vais virer dans 6 mois. Donc viens, Taider vient. Donc bon move. Tu vois? Et troisième move,
Bon, il y avait le gars qui est parti jouer en Pologne. J'oublie, il y avait 2 milieux de terrain qui ont pas abouti à l'Impact, des Français. Et ensuite, t'as le profil brillant. Encore une fois, c'est pas le nom, la star, c'est le profil, comme t'as décidé. C'est un attaquant rapide, bon de la tête, il fait des pointus, il est capable de faire des appels. Donc tout ça, on aurait bien voulu le voir en janvier pour l'attaquant en plus, que je pense que si on avait un attaquant en janvier, février, on va respirer beaucoup mieux. Et malheureusement, c'est cette accumulation de retard qui fait qu'on se retrouve dans une situation où Alec trouve le mercato décevant. On trouve tous le mercato décevant en général, mais les joueurs, on se dit, sont pas si dégueulasses que ça, tant mieux. Mais encore une fois, en voyant le classement, tu perds 2 matchs, tu te retrouves 8e rapidement. Et c'est ça qui est un peu frustrant pour l'Impact parce que c'est tout le temps du gâchis. Et encore une fois, quand Saputo parle, j'essaie de l'ignorer maintenant parce que moi, je suis plus intéressé quand il dit qu'on a sous-estimé la ligue. Ça m'inquiète plus qu'il dit que Piatti est payé trop cher. Si Piatti te permet pas de signer 3-4 joueurs, tu le vends, mon frère. Vends-le à Club Américain, ils vont te le prendre. Vends-le au Mexique, en Argentine. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, sauf moi, je pense, Non, je comprends et je respecte, mais moi, je trouve que c'est toujours très pertinent d'entendre Joey Saputo parler. Je trouve que, moi, je suis vraiment dans... Moi, je trouve qu'il se contredit trop. Dans la même conversation, il dit des choses moins intéressantes. Moi, je suis plus inquiet par la sous-estimation de la ligue et des équipes. Je dis, mais merde, que tu dis ça en juin, t'es sérieux? C'est ça qui m'a dérangé. Non, mais, je vais te dire quelque chose par rapport à ça. La formule, elle veut plus dire on a surestimé nos joueurs et notre staff. Ouais, d'accord? Et ça fait très mal de le dire. Mais quand on dit on a sous-estimé la ligue, ça veut dire qu'on a surestimé le niveau des gens qu'on a. Ouais. C'est surtout ça que ça veut dire. Et qu'au final, ces personnes-là, ils ne sont plus en staff, l'effectif est quasiment renouvelé au complet et le fait qu'il ait sous-estimé la ligue fait en sorte qu'il a un staff à $1 million aujourd'hui. Donc, moi, ça me dérange pas, comme qui porte ces constats-là. Et j'aime l'entendre parler sur la vie de son club. Donc, c'est pour ça que est-ce qu'on aimerait à Montréal avoir un espèce de bailleur de fonds, tu sais, comme on parlait entre nous de Kroenke là du côté d'Arsenal, juste met de l'argent ou pas d'ailleurs, et puis on t'entend jamais parler du club, tu n'es même pas capable de citer le 11 partant. Non, moi j'aime bien les présidents, sans que ce soit le président qui aille cogner des poubelles dans les vestiaires, mais j'aime les présidents qui sont impliqués dans la vie de leur club. Joey Saputo est impliqué. Joey Saputo parle beaucoup moins qu'avant. C'est déjà une bonne chose. Il a pas le temps. Il a 2 clubs à gérer, puis il a pas besoin de s'ingérer tant que ça. Il a Nick DeSantis pour gérer le mercato international. T'as Brass qui gère le club, MLS. T'as Rémi Garde qui gère l'effectif. Donc, le rôle de Joey Saputo en avant de la shop, il a pas besoin d'être là. Lui, il est en arrière, il met les fonds, puis il prend des décisions importantes dont on ne sait pas, probablement des décisions footballistiques. Je suis pas étonné de ça, si c'est vraiment ça, je pense que oui. Et puis, c'est un président de club de foot. C'est pas comme les autres présidents de club de foot dans la MLS. En Europe, un président de club de foot, à 95%, ils sont impliqués dans le day-to-day, de façon systématique. Donc, c'est normal que Joey Saputo ait cette attitude-là et cette implication. Mais je trouve que le fait qu'il parle moins, c'est qu'il réalise que peut-être j'ai pas de valeur ajoutée tant que ça parce que mon club va pas si bien que ça dans tous les cas et c'est juste la contradiction à chaque fois parce qu'il y aura des changements. C'était en mai 2016, il y aura ça. Je me dis regarde, tu sais quoi, Jim Bryan n'a pas été signé, t'as surestimé tes joueurs, mais le mercato, je pense que tout le monde t'a dit qu'en février il te manque 3 titulaires minimum. Les choses s'accumulent et comme c'est un club tellement petit en termes de structure, c'est pas une structure NFL, c'est pas une structure du PSG ou du Real Madrid. Il y a tellement de monde, il y a tellement peu de monde, on sait qui fait quoi. Donc c'est ça qui ramène tous ces débats-là, puis on se dit à la fin, l'Impact va peut-être faire la série ou peut-être pas faire la série. Il n'y a pas d'attaque en pointe. Et on va espérer que Mancuso soit en feu. Donc c'est tout le temps d'ici. Et alors que d'autres clubs heureusement que les autres clubs qui sont en dessous d'eux sont aussi mauvais qu'eux en termes de ce qu'ils font en recrutement ou en exécution des joueurs qu'ils ont. Je pense qu'on a répondu à la question de R. Martin, qui doit-on faire jouer comme attaquant titulaire d'ici la fin de la saison, considérant que les contrats de Américois et Mancuso viennent à échéance le 31 décembre 2018. Donc c'est ça. Donc merci @rich_9Z. On a répondu à tes questions concernant le binôme Américois-Mancuso. Est-ce que vous avez eu la chance de voir la conférence de presse d'Adam Braz pour parler de Mercato? Alec, tu l'as vu, Sid? Moi, je l'ai manqué. Tu l'as manqué? Ok. En tout cas, juste... Sa conférence bilan oui. avec Rémi Garde?
Non, sa conférence du mercato, là, est-ce qu'il était Rimard était avec lui? Non, c'est la conférence juste avant le match Salt Lake. Et je pense qu'il était déjà en voyage, puis lui il était là pour dire on a signé ça. En tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, parce que je trouve ça intéressant comment Braz était beaucoup plus serein, beaucoup plus relax. Puis il a expliqué clairement les processus. La conférence où il a dit qu'il manquait des recruteurs. Exactement ça là. Ok, oui, d'accord. Oui. Donc c'est ça. Donc moi je trouve ça intéressant ce qu'il avait dit. Déjà bon, il a expliqué le processus là. DeSantis c'est l'international, moi c'est la MLS. Et garde, choisit les joueurs qu'on lui offre et aussi il nous donne des profils. Donc il a expliqué le processus qu'on savait déjà, mais maintenant il y a plus de nuages maléfiques là. Donc on sait comment ça marche. On le savait déjà jusque bon. Avant on voulait blâmer tout sur Nick DeSantis. Qu'est-ce que vous avez pensé quand il dit qu'on a besoin de plus de recruteurs? Est-ce que c'est un message au président? Est-ce que Braz, je sais pas moi, il va se faire virer puis ils sont fous? Je comprends pas, parce que je trouve ça vraiment courageux de sa part qu'il dise ça. Est-ce que c'est une demande via les médias, ou est-ce que juste pour dire c'est ça la réalité, puis le mercato est fini, donc on peut rien faire? Moi, je pense pas que c'est une demande via les médias. Je pense qu'il répond honnêtement à la question, et je pense que c'est quelque chose qui a déjà discuté avec Joey Saputo, avec Braz, etc. Et je pense que aussi c'est pour ça qu'on l'a amené, veux pas. Quelqu'un d'expérience qui vient d'un grand club comme Lyon, par exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi que tout le monde demande depuis des années. Et là, que ce soit moi sur Twitter qui le demande, ça change absolument rien dans la vie de l'Impact de Montréal, mais que ce soit Rémi Garde qui le dise. Ouais. Au club et aux médias aussi, mais je pense que ça faisait aussi, moi ça m'a rassuré en fait. J'ai dit au moins ils en parlent, au moins ils font pas semblant de les recruter, ça sert à rien. Moi ça m'a rassuré. À l'inverse, au début, sûr que j'ai fait comme waouh, il sort ça dans les médias, ça va être la folie, mais finalement je pense que c'est un sujet qui est vraiment traité. Puis s'il sort dans les médias, c'est parce qu'il a aussi déjà il a déjà fait part là à sa direction là. C'est je trouve ça salutaire qui pose ce constat. Après, je pense qu'après il y a aussi une mauvaise compréhension de la façon dont fonctionne le recrutement de manière générale. Tu parles, l'Impact arrive toujours à avoir 25 joueurs de foot sous contrat année après année, ouais. a fait des séries et a donné des très bons souvenirs aux partisans durant les 6 dernières années d'MLS. Donc ils savent quand même relativement recruter. Je pense qu'il faut un petit peu sortir du mythe c'est un agent qui passe un joueur et binanani nana. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, d'accord? C'est des réseaux, c'est un peu partout ailleurs. Donc je pense qu'il y a une espèce de grosse mythologie où on croit qu'il y a des on prend une ou deux histoires de Porto et de Monaco et puis on l'extrapole, puis on l'applique à toutes les sauces, et on croit que tout le monde a des cellules de centaines de personnes qui sont en train de regarder tous les matchs de foot du monde. Et c'est pourquoi je parlais de Nick DeSantis. Il y a une théorie du complot comme si Nick et DeSantis et Adam Braz sont des méchants dans l'histoire à chaque fois, quoi. C'est leur faute. Donc je trouve que ça revient assez souvent. Au-delà de l'humain, je trouve qu'il y a une mauvaise compréhension des structures qui sont en place pour recruter. Je crois qu'il y a un constat qui a été posé, que ce soit qu'ils viennent de garde ou pas, il y a un constat qui a été posé et l'Impact va aller dans un sens de changement. Donc c'est positif. Mais non, c'est vrai. Mais il y a un truc il y a quelque chose qui me chicote par rapport je pense qui dérange l'Impact en même temps qu'il s'afforce aussi. C'est aussi sa relation avec Bologne. Les deux clubs ont Joey Saputo comme propriétaire. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que on savait assez rapidement que au terme il y aurait une sorte de cellule de recrutement commune entre les deux clubs, ou du moins Bologne fait un travail de recrutement, fait un travail de scouting, donc et ils peuvent trouver des profils pour l'Impact. Donc on a une liste, on peut vous envoyer des joueurs, etc., que ce soit à Bologne, en Serie A ou d'autres ailleurs qu'ils ont pu vérifier. Et moi, ce que je me demande, je me demande si c'est ça qui empêche le club de ajouter une structure de recrutement un peu plus poussée. Bon, on a dit Adam Braz a parlé de recruteurs, donc je sais, tu sais, il y a ça notamment, mais en même temps, Nick DeSantis a ce rôle-là aussi. Nick DeSantis, c'est le VP relations internationales et développement joueurs. En tout cas, c'est le recruteur international. Donc, c'est lui le head of, comme d'autres clubs, ils ont là un recruteur en chef. C'est lui, DeSantis, le recruteur en chef international. Ils ont un recruteur en chef MLS. Ils ont un coach qui est aussi directeur du personnel, les premières équipes. Donc, les trois travaillent bien ensemble, j'ai l'impression. Il manque un peu d'exécution, mais c'est pas dégueulasse. Mais je me demande, est-ce que le fait que la structure Bologne ne permet pas nécessairement à l'Impact de dire on va faire une structure à la hors MLS, dans la MLS,
je sais pas si ça les empêche, j'ai l'impression. Et je me demande même si la nature de la MLS, pour des clubs qui sont des clubs non vendeurs, donc j'oublie Atlanta, j'oublie d'autres clubs qui vont acheter pour farmer pour aussi vendre des stars, des jeunes stars. Je me demande si la nature de la MLS fait que, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir une structure de recrutement si complexe que ça? Je me demande. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense avoir. Déjà, j'avoue que pour le côté de Bologne, je peux pas vraiment te répondre parce que je sais pas c'est quoi les liens qu'ils entretiennent entre les deux clubs de Saputo. J'avoue qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Mais justement, tu vois, quand on parle de structure, non, elle a pas besoin d'être compliquée la structure. Elle a pas besoin de compliquer. Et puis elle a pas besoin non plus d'être fantasmée. Nick DeSantis, il a besoin d'une personne pour faire le premier tri de CV. Il en reçoit des CV. Il a des contacts de scouts et d'agents. Il en reçoit. Puis moi, pour connaître des scouts et des agents, il en reçoit beaucoup, et beaucoup trop pour lui. Je sais pas ce qu'il fait de ses journées, mais apparemment, c'est compliqué pour lui de pouvoir trier effectivement tous ses CV. Donc là, ça prend une personne qui soit déjà le point d'ancrage, et c'est pas une personne qui a besoin d'être connue, hein, c'est vraiment quelqu'un au fond des bureaux, qui va être travail à ça, à faire ce tri par profil. Puis c'est un petit peu plus compliqué que défenseur, attaquant et gardien. Donc ça prend ça, et ça prend peut-être une personne pour l'assister à faire ça. Donc ça prend maximum 2 personnes dans l'effectif pour que lorsque le coach exprime un besoin sur un profil, qu'on soit déjà capable de rapidement se dire est-ce que on a déjà été approché ou on peut aller approcher des personnes qui correspondent à ce profil-là. Et c'est pas DeSantis qui fait ce travail-là. DeSantis, le travail qu'il fait, et je pense que depuis pas mal de temps maintenant, même les gens les plus de mauvaise foi sont capables de le reconnaître, c'est une fois que le profil a été identifié et qu'il faut absolument convaincre une personne de venir à Montréal, c'est lui qui fait ce travail-là. Tout à fait. C'est pas le scout, là, c'est pas l'agent. C'est un vice-président. Voilà. C'est lui qui va sweet talk aux joueurs et expliquer c'est quoi de venir à l'Impact. Il n'y a pas un seul joueur d'envergure qui est venu et je parle pas que de Drogba, même si Drogba a choisi l'Impact, oui, très bien, mais tous ces joueurs qui ont parlé à DeSantis, il n'y en a pas un seul qui lui reproche quoi que ce soit. Il le mentionne souvent. J'ai parlé à Nick, j'ai parlé à DeSantis, puis il est souvent mentionné. Exactement. Et l'importance de Nick, c'est que lui, il a la culture du club. Et au début, c'était un détriment parce que peut-être il y avait trop de pouvoir ou peut-être il était pas prêt à prendre le rôle de directeur sportif méga qu'il avait avant. Mais le fait qu'il a la culture du club en lui, pour vendre le club, comme tu décides, l'émotion du club, l'émotion de la ville, la qualité de la ville, la qualité de tout, je pense que Nick, il est parfait pour ça, puis il fait son travail. Et là, je trouve qu'il fait un tandem assez intéressant avec Garde, qui peut vendre très bien son projet sportif. Là, on sent que Garde, il vend extrêmement bien le projet sportif à un joueur, et avec maintenant DeSantis, qui lui peut vendre un peu plus au-dessus, là, dire qu'est-ce que c'est de jouer à Montréal et autres, et après aussi parler de technicalité, après parler d'argent. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Mais après, on va dire que le sale boulot, c'est pas eux qui doivent le faire. Genre comme oui, Garde il a des contacts, oui, DeSantis ils ont des contacts, mais le sale boulot c'est pas eux qui doivent le faire, et c'est là en fait qu'ils doivent se faire aider d'un point de vue local, slash MLS, ok, tout à fait. Et d'un point de vue plus international, et après peut-être des recruteurs par continent ou par zone afin d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe, parce que quand même quand on veut faire après des très bons coups, parce que là, on peut combler des besoins. Là, ça, c'est une chose. Mais faire des très bons coups, c'est-à-dire de la plus-value sur des joueurs, ou d'avoir des joueurs à des prix complètement de ça du marché, ça prend des gens qui connaissent très bien les différentes les ligues, etc. Et donc là, oui, effectivement, tu as besoin de recruteurs plus spécialisés, des gens qui vont te regarder du 18, du 19, exactement. qui sont à l'affût des contrats qui s'achèvent et qui sont capables de voir des situations. Ah, attention. Là, regarde, tel coach, il va être viré, mais ce coach-là, il a ramené ces joueurs-ci. Donc ces joueurs-là, ils vont vouloir partir du club. Donc à ce moment-ci, on tombe dans quelque chose dans le côté un peu football manager, Moneyball ou whatever que vous voulez. Mais à ce moment-ci, la structure, pas besoin d'être compliqué, mais ils ont besoin de monde pour faire un travail, 2-3 personnes au début, et pour faire un travail un peu plus spécifique, pour éviter simplement de combler comme là ils ont fait. Pour moi, c'est un mercato de bouche-trou. Genre comme c'est pas plus que ça. Et ce dont on parle, c'est exactement cette relation de travail qui manque, comme tu as très bien décrit Sid, et avec cette relation de travail se crée un lien de confiance où tout ce que tu as à faire, c'est exécuter. Le travail a été fait, les profils ont été mis. T'as des fiches, t'as des joueurs, t'as les salaires, t'as des pré-contrats, tu te dis ok, lui, on y va.
Et t'es pas obligé d'avoir des problèmes après le profil était pas bon, on s'est pris un panadol deuxième fois, ou t'es n'importe quoi. Tu sais, t'as les profils qui sont faits, t'as une relation de travail avec tes recruteurs, t'as une lien de confiance. Si lui, il me donne 2 choix, je sais que les 2 choix sont bons, et on peut exécuter dessus si le coach est d'accord avec ça. Et je suis d'accord. Quand t'as décrit, Garde fait son travail, Brass fait son travail, Descendis fait son travail, je pense que le lien entre ces 3-là qui pourraient donner le support, ça va être parfait. Alec, est-ce qu'il faut des minions au sein de l'Impact, des recruteurs minions? C'est ça qu'il nous faut. C'est dur à dire. Je pense, comme Sid l'a dit, je pense que Nick DeSantis a peut-être besoin plus d'aide de son côté, mais ou peut-être des personnes avec des rôles plus concrets. Parce que là, Nick DeSantis était souvent flou. Ce qu'il faisait, après, c'est dur à dire. Je pense que l'Impact a toujours été entre 2 chaises de vouloir faire comme un club européen, mais dans la MLS. Je pense que même dans ces structures de recrutement, ils se retrouvent un peu dans une confusion peut-être dans les deux. Je pense que Rémi Garde va amener peut-être des solutions avec ça. Mais honnêtement, c'est dur à dire. Tu sais, je suis pas à l'interne du club non plus. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est mercato aussi, oui, comme c'est dit, c'est un mercato de bouche-trou et je suis 100% d'accord avec lui. Mais je le trouve déjà plus cohérent de ce qu'on a fait dans le passé. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je vois quand même une certaine progression dans les recrutements. Tu sais, à l'époque, quand nos bouche-trous, c'était des Paponi, puis des Pisano, puis Ouais. Ça, je trouvais ça un peu broche à foin, là. Mais là, je trouve que c'est un peu plus cohérent avec ce que la Ligue demande. Même si notre coach, Rémi Garde, peut-être que lui connaissait pas là, les Azira et tout, mais avec justement l'aide des recruteurs, si on veut dire en guillemets de l'Impact, ils ont fait quelque chose qui était quand même cohérent. Donc je pense que c'est de mieux en mieux. Je pense que l'Impact crée des connexions plus importantes que ceux qu'il y avait avant, ou surtout qu'il y en a plus qu'avant. Avant, on avait l'impression que ça venait toujours du même endroit. Mais je pense pas non plus qu'il faut engager des millions, comme tu dis. Il ne faut pas engager 20 personnes, là, ça va pas régler après. Non, mais de toute façon, il faut d'abord mettre en place des processus avant d'engager qui que ce soit. Ouais. Mais je crois que c'est vrai, à la lumière du recrutement, on peut quand même voir que les critères ont été un peu... Les recrutements sont beaucoup plus pensés, sont beaucoup plus réfléchis. Il y a de moins en moins d'erreurs. Il y a de moins en moins d'erreurs, d'erreurs graves. Après, c'est du foot. Je veux dire, c'est forcément... Il y a un taux de renouvellement qui est assez élevé. Voilà. Mais c'est cohérent. Je veux dire, le fait que, comme la plupart de leurs contrats, quoi, ils expirent à la fin de l'année, c'est au nouveau. Mais juste ça, c'est cohérent. On s'est pas engagé sur du long terme avec des joueurs dont on sait pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Donc, on sent que, voilà, que l'Impact essaie d'apprendre des erreurs du passé, et se donne des meilleurs critères. Puis un petit point que j'ai envie de dire, ça fait longtemps que j'ai envie de le dire, mais Rémi Garde, il est pas arrivé à Montréal parce qu'il y avait la lumière et il s'est installé, comme ça. C'est Joey Saputo qui l'a mis en place. Donc, il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu durant le mercato. Quand on veut opposer Garde et Saputo, comme si Garde, il s'était embauché lui-même. C'est la décision de Joey Saputo. Si vous aimez les choses que Garde fait, il faut aussi remercier Joey Saputo de l'avoir mis dans cette position-là. D'accord? Donc, je trouve que l'opposition est un petit peu puérile. Oh, le gentil chevalier blanc, Rémi Garde, et le méchant, pingre, propriétaire Joey Saputo. Non, sortez un petit peu de là. C'est un tandem. Ils vont apprendre les uns des autres. Oui, Joey Saputo a peut-être plus à apprendre de Rémi Garde pour certains aspects, mais ils sont une équipe. Ils sont pas les uns contre les autres, et vouloir les opposer à base de petites phrases ou de petites choses comme ça, je trouvais ça un brin ridicule, et ça a été un petit peu, voilà, comme durant le mercato, je le sentais beaucoup, et j'ai senti vraiment à la saga Brillant notamment. Donc non, sortez un petit peu de ça là. C'est une équipe, et à la fin, les 3 points, c'est tout le monde qui les prend. C'est pourquoi de temps en temps, quand Joey Saputo parle, je me dis sur quand tu dis Piatti est payé trop cher, puis le coach dit après ouais, Piatti est affecté par ça. Il faut qu'ils soient en synchro, tout le monde, là. Ils sont en synchro sur des choses. Au niveau communication, ce club n'a jamais été en synchro comme on aurait voulu. Du moins, je préfère qu'ils aient tous la langue de bois, que chacun parle de son côté, parce que j'ai l'impression que tout le monde est obligé de se protéger ses propres arrières, mais là, ça va mieux. Mais au moins, ce qui est important, la relation entre Brass, DeSantis et Garde est assez fluide. Et la prestance de Garde, des compétences techniques de Garde en tant que technicien. Attends, as-tu dit que tu préférais qu'ils adoptent la langue de bois ou Oui, je préfère que Saputo dise pas que Piatti gagne trop, pour que Piatti soit déprimé pendant 3 matchs, et Garde dit oui, il est déprimé parce que vous savez pourquoi. Alors vraiment, à ce niveau-là, tant qu'à faire, dis rien, que personne ne dit quelque chose, parce qu'il y a tout le temps des histoires drama buzz autour de l'Impact qui sert à rien.
qui vraiment qui sont ridicules. Je suis d'accord avec toi. J'ai pris cet exemple-là. J'ai pris pour dire. Non, mais c'est un excellent exemple. Je suis d'accord avec toi. Il est pas loin de nous, hein, quand il regarde les matchs de l'Impact. Là, on est juste à côté en galerie de presse et là où il est. C'est un passionné. Et quand il les regarde, il regarde comme un fan. Ça se voit dans ses yeux, dans ses gestes, comment il réagit. Donc quand tu l'interroges 2 minutes à la fin du match, ben c'est comme Arsenal TV, hein. Il va dire des choses. Tu sais, dès le lendemain. Attends, lui c'est qui? Lui c'est Claude, c'est TY, c'est Troops. Je sais pas si. Non, il dit des choses. Parfois tu te dis, attends, respire. Genre, ne parle pas à la fin d'un match. T'es trop passionné pour ça. Exactement. Donc c'est vrai. Donc voilà. Donc il s'est mis à réfléchir à haute voix. C'est pas fou ce qu'il a. C'est pas si fou que ça ce qu'il a dit. Est-ce que un joueur à 6 millions vaut 2 joueurs à 3 millions c'est pas si fou que ça. Sa réflexion était pas folle. Je suis d'accord Est-ce qu'il doit le dire à la fin du match après une victoire, après une bonne performance de Piatti, etc. Je ne crois pas. D'accord, il a eu tort pour ça. Puis derrière, on a notre coach qui se cache pas. Quand on lui pose des questions, il dit la vérité. Il est pas parti inventer des fausses excuses, des fausses excuses. Effectivement, Piatti a été affecté par ça, et c'est peut-être pour ça qu'il joue moins bien. Donc, bon, voilà. Joey Saputo, essaye de contrôler un peu plus ton message. Pas de langue de bois, moi je suis vraiment contre ça, et toi aussi, sauf, je sais. Mais contrôle ton message. Mais voilà. Parle-nous. C'est bon quand tu parles. C'est bon, moi, je suis d'accord. Tant qu'à parler, parle plus. Mais pour ce genre d'incident, je me dis, ça a créé du drame pour rien. Et ça a stressé ton meilleur joueur. Il devrait se connaître. À la fin d'un match, parle pas. Je t'en souviens, quand on l'avait croisé, où il dit, il y a pas assez de gens. Il y a pas assez de gens. On s'est dit, voilà, heureusement qu'on n'avait pas appuyé sur le bouton rec parce que, bref, donc, à la fin d'un match, t'es trop chaud, t'es comme un partisan, parle pas, parce que t'es président, et tout ce que tu vas dire va être décortiqué, spiné, etc., etc., etc. Donc, oui. Excellent d'avoir, messieurs. Bon, une dernière question pour conclure l'émission, c'est une question tactique de Mathieu Atmachi-Bouzouk. Donc, avec tous les niveaux qui sont arrivés, donc, voilà. Est-ce que vous pensez que Rémi Garde va utiliser un autre schéma tactique en fin de saison, ou garder le même système? Avec le nombre de défenseurs, l'Impact pourrait jouer avec une ligne de 5 en défense. Donc Diallo est de retour. Zachary Diallo est disponible. Sagna est là. Fanny, bon, s'il se blesse, donc on assumant qu'il est disponible. Il y a Camacho, il y a Cabrera, il y a Raitala, il y a Lovitz. Est-ce que vous pensez que Garde va ou devrait garder la formule magique du 4-3-3, ou est-ce qu'on va avoir un 3-5-2 ambitieux avec notamment quant à Sagna et Lovitz sur les côtés? Alec. Je pense qu'on va rester avec le 4-3-3 pour l'instant. Après avoir le genre de 3-5-2 avec Sagna, avec surtout les 3 centraux, Diallo, Camacho, Fanny, ça peut être intéressant. Par exemple, en play-off, si mettons pour les matchs retour ou pour les matchs allés, pour un certain contexte, je pense que ça peut être intéressant. Mais pour le reste de l'année, je pense que le 4-3-3 fonctionne bien. Et surtout, tu remplaces soit Petrasso, soit Duval par Sagna, et tu remets Raitala à gauche. Je pense que ça fait déjà une grosse différence dans cette ligne de 4-là. Tu vas faire peut-être des minutes de jeu à Zira aussi. Silva va beaucoup mieux devant. Donc moi, je pense que tu restes avec le 4-3-3. Je pense que ça va bien pour l'instant. Changer la formation juste pour rajouter un défenseur, je sais pas. Moi, je pense 4-3-3 pour l'instant, c'est parfait. Je pense qu'on va s'attendre à des changements, notamment par rapport à la structure même de la MLS, hein, où on cherche à se qualifier pour les séries, et que si on peut un peu bouger faire douter la préparation de l'adversaire, genre ça peut faire un impact, ou avoir un peu une formation commando pour un petit nombre de matchs. On l'a déjà vu avec l'Impact, là, on s'en souvient du milieu, Rio Cocker, Bernier, Donadel, tout d'un coup, boum, on les met, on dit, vous avez 7 matchs là, les vieux là, puis là il faut performer. Champion du monde. Et ils l'ont très bien fait. Donc moi je pense qu'avec les outils qu'il a à disposition, il va essayer d'autres choses, mais justement dans ce cadre de la course aux séries où ça s'accélère, et après bon, on va pas changer la formation, oui, pour un latéral droit. C'est pas Dani Alves, c'est pas Pique Dani Alves là qu'on a signé. Mais oui, je crois qu'on peut vraiment s'attendre à des changements, peut-être même de voir l'équipe jouer à 2. Peut-être que à ce moment-ci, au lieu d'avoir Piet plus moitié Taider, moitié Kroliki qui défendent, Piet Ariza qui défendent à 2, puis comme Taider vraiment dans un rôle
entre guillemets de numéro 10, en tout cas un peu plus avancé sur le terrain. Tu sais, on peut voir des changements à ce titre-là. Oui, Machibouzou a un point. Je crois que ça va amener des petites choses. Mais dans le cadre des séries où à un moment donné il y a un effectif un peu comme d'ailleurs ce 4-3-3 était un espèce de 4-3-3 de entre guillemets de série où le club n'allait pas bien et puis d'un coup il a trouvé une formule, il a trouvé son 11 et c'était fini. Si t'étais pas dans ce bateau-là, tu jouais plus. Là maintenant ça commence un petit peu à s'épuiser. Genre comme depuis 4 matchs on sent quand même que ce 11-là est arrivé un petit peu au bout de sa vie. Mais je crois qu'il va essayer de retrouver une formation un peu béton qu'il va employer jusqu'à la fin. En tout cas, c'est mon pressentiment. Ce que je trouve intéressant avec ce que Gard a fait à travers la saison, c'est que même quand l'équipe jouait mal, quand l'équipe perdait tout le temps, c'est que quand il joue contre des équipes qui ne voulaient pas avoir le ballon, l'Impact était capable de jouer avec le ballon. C'était un peu stérile, c'était pas Real Madrid Zidane là, mais c'était pas Barça Guardiola plutôt. Mais la première mi-temps contre Vancouver, ça m'a remis dans le football local. Hein. J'étais sur la Coupe du Monde pendant. Non, je suis d'accord. Là, tout d'un coup, j'ai fait non, mais c'est beau ça. Mais c'est ce que je dis. Genre, on voit que ils ont essayé ça plusieurs fois, puis ils ont cette capacité-là. Donc, quand des équipes qui veulent pas avoir le ballon, l'Impact ne sera pas surpris d'avoir le ballon. C'est ça la bonne chose. Mais on sait qu'avec la façon dont ils jouent, le fait que comment Piatti Silva joue, c'est clairement la contre-attaque qui va être le mot d'ordre le plus possible. Quoique les joueurs qu'ils ont en main vont vouloir avoir le ballon. Quant à Taider, même Krolicki, c'est des gars qui veulent jouer. Quant à Silva qui fait des courses, donc on voit cet esprit-là. Et Piatti, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. La patte de Rémi Garde, c'est que l'équipe maintenant sait jouer avec le ballon. Et c'est est-ce que voilà, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. C'est pas effectivement, c'est pas le Barça. Mais enfin, qui est le Barça? Personne. C'est pas Columbus. Allez, c'est pas Columbus. Mais voilà, non, mais c'est vrai que ce soit sur Klopas, que ce soit sur Biello, l'Impact n'a jamais su jouer avec le ballon. Et là, on a vu des séquences, et je reparlais de cette première mi-temps contre Vancouver. J'avais rarement vu un si haut niveau de foot en MLS. Hein. Je veux dire, mais vraiment, de manière et là, je te dis tous les matchs confondus que j'ai vus, c'était impressionnant ce qu'ils ont fait. Maintenant, voilà, est-ce que c'est un épiphénomène, est-ce que c'est quelque chose qu'ils sont capables de répéter encore? Je le souhaite. Mais en tout cas, avec le ballon, Rémi Garde fait des choses très 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 intéressantes. Et puis il a les joueurs en main. Alec, je sais pas ce que t'en penses parce que je voulais voir le fait que comment dire, le fait que l'Impact est capable de garder le ballon. Est-ce que tu penses que Garde et dangereux hein. Oui, et dangereux. Puis quand je veux dire, l'équipe joue d'un cran. La défense centrale est au niveau du milieu de terrain, tout le monde joue haut. Donc ça fait que le positionnement est plus haut. Mais est-ce que tu penses, Alec, qu'il va sacrifier le pragmatisme parce que c'est les séries où il se dit si j'ai l'occasion de jouer avec mes idées, parce qu'on sait Garde est un peu têtu là, je pense qu'il a une répétition d'avoir ça parce que il a une idée de jeu, il a un modèle de jeu donc il va le suivre. Est-ce que tu penses que le pragmatisme va partir si l'équipe commence on va mieux jouer puis ça va mieux aller, ou est-ce que tu dis non, il faut marquer un but puis shutdown ça 1-0 rapidement? Non, en fait, parce que je pense que garder la balle, c'est un choix pragmatique, dans le sens que quand l'Impact n'a pas le ballon, ils défendent très très mal, puis on prend des occasions après occasion. Donc Garde s'est dit, guys, gardez la balle. S'ils n'ont pas la balle. Fait que je pense que ça, à la base, c'est un choix pragmatique. DC United. Ça, c'est exactement le match de DC United. Même le match contre Real Salt Lake, je veux dire, la première mi-temps, l'Impact n'avait pas la balle. Ils ont eu, je pense, 4 occasions claires de marquer. Là. Ça aurait pu se finir en 45 minutes, ce match-là. Donc, je pense que ça, c'est à la base, c'est un choix pragmatique de Rémi Garde et je pense pas qu'il va le changer de sitôt. Là. Non, excellent débat, monsieur. Donc, ça va conclure l'émission, à moins que vous avez d'autres messages à donner. Pour des débats. Bon anniversaire à Alexandre Kenol, que j'apprécie beaucoup, comme tout le monde le sait, et là qui voyage en tant qu'assistant coach au championnat universitaire, au championnat mondiaux universitaire, donc assistant coach de l'équipe féminine. Donc bon anniversaire Kenol, bon courage à toute l'équipe menée par Alexandre Darocha, le coach des citadins de l'UQAM, et un petit coucou à Eve Lévesque, petite joueuse de Trop de Poutine, donc qu'on a beaucoup soutenu et qui est la joueuse de Freddy à Megavi, un chroniqueur soccer local. Donc voilà, donc une petite famille. On souhaite que les matchs soient diffusés sur Facebook ou autre. Mais en tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant durant la compétition qui a lieu au Kazakhstan. Excellent. Alec, t'as un message pour Luis Suarez, pour Messi? Non. Message d'amour. Vamos. Il va tellement te blaster dans son podcast. Hein. Vamos. C'est ça.
Au il nous écoute, c'est correct. Exactement. C'est comme un ghost follower, ça fait. Je vous écoute et je vous envoie des questions pertinentes. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci de nous avoir écoutés. Donc, vous êtes sur la plateforme podcast 100% foot, Cannes Football Club Plus sur vos plateformes de diffusion que vous préférez. Sinon, sur Twitter, Cannes Foot Club, Facebook, Instagram, Cannes Football Club. Suivez-nous, likez, interagissez. Tropotine.com pour du gear Tropotine incluant la collection Cannes FC. Donc, amusez-vous avec ça. C'est une façon de supporter. Et évidemment, patreon.com/Cannes Football Club. Merci Sid, merci Elec. Merci tout le monde. Au revoir. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.